Bon frères et sœurs, messieurs, dames, merci pour votre fidélité. La 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies se déroule à New York, aux États-Unis. Plusieurs chefs d'État, de gouvernement et de ministres se sont prononcés à la tribune. La situation qui prévaut au Sahel et au Niger a été évoquée dans plusieurs allocutions, suivant les positions des États-Unis, de la CEDEAO et de l'Afrique du Sud dans ces extraits choisis. Nous avons réuni un sommet pour la démocratie pour renforcer les institutions démocratiques, lutter contre la corruption et rejeter la violence politique. Les gouvernements élus sont parfois renversés dans des pays d'Afrique et cela nous rappelle que ce travail est urgent. C'est un travail aussi important que jamais. Nous nous tenons aux côtés de l'Union africaine et la CEDEAO et d'autres organisations régionales afin de protéger l'état de droit. Nous ne vacillerons pas et nous allons maintenir nos valeurs. Nous allons défendre la démocratie. C'est le meilleur outil pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde. Le Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine a déclaré qu'il était tout disposé à renforcer sa coopération avec le Conseil de sécurité de l'ONU afin de faire taire les armes sur le continent africain et pour faire advenir la paix, la stabilité et le développement au Sahel, au Niger et dans la Corne de l'Afrique. Les coups d'État militaires sont une mauvaise chose. Pour ce qui est du Niger, nous sommes en train de négocier avec le dirigeant militaire. En tant que président de la CEDEAO, je m'efforce de rétablir la gouvernance démocratique de manière à relever les défis politiques et économiques auxquels est confronté ce pays, y compris les extrémistes violents qui s'efforcent de fomenter l'instabilité dans notre région. Je tends la main de l'amitié à vous tous qui appuyez véritablement cette mission en faveur d'une gouvernance démocratique dans ce pays. Le projet autorisant l'armée burkinabé à se déployer a été approuvé hier par l'Assemblée législative de la transition sans préciser la date et le nombre de soldats qui seront appelés à être au Niger. Le ministre burkinabé de la Défense a indiqué que ce déploiement vise deux objectifs: lutter contre le terrorisme et aider le Niger face à une agression extérieure. Faisons le point avec Balima Bourema. C'est désormais acté, le Burkina Faso va envoyer des militaires au Niger dès que la situation l'exige. L'Assemblée législative de la transition a donné son quitus à la loi autorisant les militaires burkinabés à intervenir au Niger. Pour le président du Parlement de la transition au Burkina Faso, c'est une façon de porter leur soutien à notre pays. Cette loi est l'expression de la fraternité du peuple burkinabé envers le peuple frère du Niger. J'insiste sur le mot fraternité. Par cette loi, nous abritons notre seau d'eau dans l'espoir surtout de ne pas avoir à l'utiliser. Je pense que c'est ce qui a toujours manqué dans la lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso, qui a déjà un avion de chasse au niveau de Niamey, entend aider le Niger face à une intervention militaire de la CEDEAO. Selon le ministre de la Défense du pays des hommes intègres, ce déploiement vise deux objectifs. Ce qui est recherché dans cet espace, c'est surtout à travers nos actions militaires que nous arrivons à faire baisser ces frontières qui existent en nos pays. L'objectif de cette loi, c'est vraiment ça. Avoir une continuité dans notre espace de manœuvre. Parce qu'il y a souvent beaucoup de trucs qui nous retardent. Et aussi, on avait cette marche que souvent, entre les différents gouvernants des différents pays, quand le courant ne passe pas, ça agit beaucoup là-dessus. Et les forces de défense et de sécurité ont été beaucoup impactés par ça. Dieu merci, même si on les critique autrement, les régimes sont là, on arrive à se comprendre, on arrive à coopérer. Ce n'est pas une histoire de régime quelconque donné, mais c'est une histoire réelle de nos intérêts dans la sous-région, sur le plan économique, politique, sécuritaire surtout.
Le Burkina Faso, le Mali et le Niger partagent la zone des 3 frontières où le groupe armé terroriste mène des attaques depuis 2012. Ces 3 pays sont également dirigés depuis 2020 par des régimes militaires qui entendent, en plus de lutter contre le terrorisme, restaurer une bonne gouvernance. Suite donc aux sanctions imposées par la CEDEAO à l'encontre du Niger, la République du Togo et celle du Bénin ont décidé d'apporter l'allègement. Cette décision est diversement appréciée par les Nigériens interrogés par nos reporters Achatou Mamadou et Omar Boukari. L'ouverture de couloirs humanitaires annoncée par plusieurs pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, vue d'alléger les souffrances des populations nigériennes sous sanction de l'institution économique sous-régionale est diversement appréciée. Si, pour certains citoyens de la capitale, l'annonce faite par le Togo, ce pays frère et ami qui n'a jamais exprimé clairement une volonté de voir le Niger se faire agresser militairement, est saluée. Mais j'ai suivi la note donc, de la République togolaise qui vraiment là-bas, je suis d'avis. L'annonce faite par le Bénin, elle, est catégoriquement rejetée. Non, le Bénin parce que déjà c'est une république en tout cas qui s'est affichée à travers son président qui vraiment vient nous déclarer la guerre. Donc, nous ne pouvons pas vraiment être de cœur avec leurs sentiments. L'ouverture de ce corridor humanitaire, d'infiltrer, nous faire rentrer des armes ou des commandos, on ne sait jamais. Pour certains citoyens de la capitale, on ne peut pas abriter des mercenaires et des armements de guerre dans la perspective d'attaquer le Niger et prétendre œuvrer pour l'allègement des souffrances des Nigériens. Nous n'avons pas besoin de leur solidarité pour faire passer les aides humanitaires. Dès le début, ils n'ont pas manifesté leur fraternité et amitié. Aujourd'hui, du coup, c'est la CEDEAO qui va venir nous dire qu'on va ouvrir la frontière pour nous donner aide humanitaire. Non, vraiment, moi, à mon avis, je suis contre cette ouverture ou réouverture de la frontière avec le Bénin. Vous voyez, n'eût été cet événement, personne n'aurait pu comprendre que finalement, nos voisins, nos amis, nos parents béninois, en fait, vivent grâce à la population nigérienne, vivent grâce aux man de ce pays, le Niger. Pour rappel, dans l'entreprise Va-t-en-Guerre de la France, le Bénin fait partie des 3 pays de la CEDEAO qui œuvrent activement une agression militaire du Niger. Samedi dernier à Bamako, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont procédé à la création de l'Alliance des États du Sahel. Ces 3 pays se sont donc engagés dans un combat commun, notamment la lutte contre le terrorisme au Sahel. Une de nos équipes a sillonné la ville de Niamey pour recueillir les avis des Nigériens, Oumoulher Abdrahim et Abdoulaye Seydou. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé samedi dernier de créer l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance vise la défense commune des 3 pays, surtout de mutualiser leurs forces pour faire face au terrorisme. Ici à Niamey, les Nigériens ont salué cette initiative permettant de soulager les peuples des 3 pays. À mon avis, par rapport à l'alliance là, c'est vraiment... c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Et maintenant que c'est venu, c'est vraiment un grand ouf de soulagement et ça permettra vraiment à l'Afrique de s'unir. Parce que tant qu'on n'est pas unis, on ne peut pas vraiment progresser, on ne peut pas avancer. Mais une fois qu'on est unis, vraiment, nous serons très forts. Et vraiment cette alliance-là, ça va renforcer les liens entre les pays, les 3 pays. Cette alliance-là aurait pu être pensée depuis 5 ans, 7 ans. Ce n'est pas aujourd'hui, mais il n'est jamais tard pour mieux faire. Je souhaite bon vent pour l'alliance et bon courage pour nos forces de défense et de sécurité.
Les citoyens ont demandé aux 3 chefs d'État à faire preuve de solidarité et de vigilance afin d'éviter toutes sortes de trahisons d'où qu'elles viennent. Bon, l'appel que j'ai à lancer, c'est de leur dire de continuer dans la même lancée. C'est-à-dire que c'est des gens, si on peut dire, qui se sont sacrifiés pour leur pays. Tous tant qu'ils sont. C'est des gens qui ont donné leur vie pour leur pays. Ce n'est pas des gens qui sont venus chercher de l'argent où les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Vous voyez, on a vu le gars du Burkina, même le salaire, il a dit qu'il ne veut pas. Aujourd'hui, qui va dire qu'il ne veut pas de salaire? Les avantages, je veux dire. C'est militaire. L'appel que je lance aux 3, comment ça s'appelle, chefs d'État, vraiment qu'ils soient soudés davantage. Et que vraiment, comment ça s'appelle, comme on le dit, la libre circulation des biens et des personnes soit respectée dans ces 3 zones. Et j'ai vraiment l'espoir que, à part ces 3-là, il y en aura beaucoup qui vont venir s'ajouter à l'alliance. Cette alliance, au-delà de la lutte contre le terrorisme au Sahel, vise aussi à s'entraider en cas d'agression extérieure. Depuis le coup d'État du 26 juillet dernier, le Niger est sous la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO appuyée par la France. Le Burkina Faso et le Mali ont depuis cette annonce de l'organisation ouest-africaine décidé d'aider le Niger en cas d'agression. Clôture cet après-midi à la salle de réunion l'ASDEL de Niamey de l'atelier de formation à l'endroit des directeurs statistiques. Plusieurs sujets ont été développés sur les données probantes. Les participants se disent satisfaits des enseignements tirés de cette formation. Les explications avec Mohamed Alpha et Ablaï Seydou. 3 jours durant, les directeurs statistiques des différents ministères ont enrichi leurs connaissances sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques basées sur les données probantes. Multiples communications ont édifié les participants à travers des débats et des échanges. Les participants ont été félicités et encouragés pour porter une oreille attentive aux différents exposés. Agod se réjouit que cette formation ait eu lieu. Nous avons compris que cette formation a été d'une très grande utilité. Nous avons toujours été convaincus que la statistique, c'est un outil d'aide à la décision, comme beaucoup l'ont dit. Mais c'est que si vous ne travaillez pas avec la statistique, vous allez naviguer à vue. Les participants ont manifesté leur joie des expériences acquises pour l'amélioration des données probantes de qualité tout en demandant à continuer une telle initiative. Avec ces différentes communications, nous avons aussi appris beaucoup de choses à travers cette formation. Et on a quand même appris quand est-ce qu'on parle de données probantes, quand est-ce qu'il faut les utiliser. Je recommande toujours au commissariat à la modernisation de l'État de continuer ce genre de renforcement des capacités au plus haut niveau. Je souhaiterais que cela soit continu au niveau des autres structures nationales et déconcentrées de ce pays. Si les moyens ne font pas défaut, de vraiment continuer à faire ce genre de formation. Cette formation de 72 heures a permis de tracer les pistes de solutions pour un service de qualité des données probantes, à en croire le secrétaire général du Haut Commissariat à la modernisation de l'État. Au cours de ces 3 jours de l'atelier, les exposés vous ont été faits par d'éminents experts et des praticiens de l'administration. Tout au long de l'atelier, il m'a été rapporté que vous avez été assidus et participatifs. Cela est un indicateur de l'importance que vous apportez à la thématique. Cette initiative doit faire école pour les autres afin de faire des données probantes un levier efficace pour le développement socio-économique, sécuritaire, académique du pays.
Le 23 septembre prochain sera célébrée la journée internationale de la langue des signes. En prélude à cette célébration, l'Association des sourds du Niger s'est exprimée sur l'historique de cette journée tout en demandant aux autorités nigériennes l'implication et la participation des sourds dans les instances décisionnelles. Le compte rendu avec Abdesalam Yaye et Maman Siraj Nassir. La journée internationale de la langue des signes est célébrée le 23 septembre de chaque année, couplée à la semaine dédiée aux activités. L'objectif visé à travers cette journée est de mettre l'accent sur la langue des signes comme une condition critique et faire découvrir au public la culture sourde. Le 23 septembre, semaine internationale de la langue des sourds. Cette activité a commencé en Roumanie en 1958. La Fédération mondiale des sourds a été créée le 23 septembre. Au Niger, nous avons commencé en 1979. Nous sommes à notre 4e édition. En prélude de cette journée, l'Association des sourds du Niger est revenue sur les préparatifs et les activités qui seront à l'œuvre au cours de la semaine. Dans cette journée, nous sommes en train de faire une sensibilisation de la communauté. Formation des enseignants en langue de signes. Et défilé qui va commencer le samedi 23 septembre jusqu'au 30 septembre. Le thème retenu cette année pour cette 4e édition au Niger est un monde où les personnes sourdes du monde entier peuvent signer partout. Une manière de se concentrer pour devenir unis et montrer cette unité au reste du monde. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey a animé cet après-midi un point de presse à la place AB. Il s'est agi pour le comité de se prononcer sur la situation socio-politique du pays et les moments difficiles que traverse l'USN. Le résumé du point de presse avec Souleymane Ousmane et Omar Boukari. C'est désormais officiel, le comité exécutif de l'ONU donne sa position dans la crise au sein du comité directeur de l'USN. Par ce point de presse, l'ONU fustige les agissements de certains acteurs de l'USN. L'article 23 du règlement intérieur de l'USN dit clairement, après dépassement d'un mandat au niveau de l'USN, les sections de l'USN peuvent créer les conditions de la signature d'une pétition. Et cette pétition, à partir de là, intimer l'ordre à un comité directeur de pouvoir convoquer le congrès. Alors, le congrès étant convoqué depuis les périodes des activités académiques pour les grandes vacances, ce congrès n'a pas pu se tenir du raison des renversements de pouvoir que tout le monde a observé et que l'élan patriotique doit caractériser l'ensemble des peuples et l'ensemble des étudiants pour accompagner le CNSP et son peuple vers la vraie souveraineté. Les sections de l'USN s'étaient réunies pour dire que désormais, cette question, il faudrait créer les conditions de voir comment, à l'heure actuelle, accompagner les peuples et ainsi prévoir le congrès dans le plus bref délai. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de constater que dans cette situation, le temps pris a fait en sorte qu'il y a eu des rencontres au niveau de la région de Tawa, une autre en cours de téléchargement pour Maradi, malheureusement qui mettent à mal les principes de notre cadre organisationnel. Le comité exécutif de l'ONU face à la situation lance un appel aux acteurs de l'USN et au CNSP. L'ONU appelle l'ensemble des partis à créer les conditions de faire en sorte que l'ordre soit rétabli au sein du cadre organisationnel. C'est pourquoi le comité exécutif de l'ONU dit alerte maximale, comité directeur de l'USN, levée de la note de suspension des élections et du processus électoral, convocation immédiate dans un bref délai du congrès pour que l'USN puisse reconnaître ses lettres de noblesse. C'est la seule voie qui puisse permettre à l'USN de connaître sa révolution. Quelque part, il a été constaté que l'ONU constate que certains individus ont l'intention
de vouloir venir faire en sorte qu'il y ait un trouble à l'interne. Alors nous disons à l'ensemble des étudiants militantes et militants de la base de l'ONU que ces individus mal intentionnés qui veulent créer un trouble à l'intérieur de l'USN et particulièrement à l'ONU, face aux ajustements peu orthodoxes, toute personne qui osera venir s'attaquer à la base de l'ONU, qu'elle puisse voir la réponse immédiate. Les personnes qui veulent s'attaquer à l'ONU doivent savoir qu'ils seront traités de la même manière que le peuple du Niger et le CNSP ont traité la CEDEAO et la France désormais ennemis du Niger et son peuple. Par ailleurs, le comité exécutif de l'ONU a fait le tour de l'actualité tout en condamnant les actes de la CEDEAO, de l'UMOA et de la France et apporte son soutien au CNSP. Il faut aussi préciser que cette décision du comité exécutif de l'ONU dans la crise au sein du comité directeur de l'USN divise déjà les étudiants au niveau de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Beaucoup d'entre eux l'ont fait savoir en quittant les lieux du point de presse après l'annonce. Nous sommes en fin septembre et c'est le début des récoltes. Ici à Niamey, dans certains quartiers périphériques, les agriculteurs ont commencé la récolte. D'après le constat qui se dégage, la campagne agricole est loin de répondre aux attentes des Nigériens. Le reportage de Youssoufa Haidara et Maman Siraja Nassirou. Cette année, la campagne agricole n'a pas été au rendez-vous pour les agriculteurs de la ville de Niamey. La récolte est loin d'être à la hauteur des attentes et pourtant, la saison à ses débuts a paru prometteuse. Aujourd'hui, Halidou, cultivateur à Niamey, espère juste récolter la moitié de la quantité de mil qu'il a eu l'an passé. En pleine campagne, la pluie s'est brusquement arrêtée, laissant la place à la sécheresse. Doublé à cette situation, le vent a cassé les tiges des milles. Et si le tige est cassé, on ne peut rien espérer. Mon souhait est juste de pouvoir au moins récolter la moitié de ce que j'ai pu avoir l'année passée. En ce qui concerne le niébé, Halidou dit c'est sans espoir. Nulle part dans ces champs, on ne va trouver une évolution du côté du niébé. Cette année, on va juste se contenter des feuilles. Le souhait aujourd'hui de Halidou est de voir les autorités apporter une assistance aux cultivateurs en matière surtout d'enrichissement des sols agricoles. Nous avons juste besoin d'enrichir nos sols et pour ce faire, on aura besoin de l'État. Car un sol bien entretenu ne peut que produire en grande quantité. C'est ça notre doléance envers les autorités. Si la récolte ici à Niamey n'a pas répondu vraisemblablement aux attentes dans les régions, et selon le communiqué du Conseil des ministres tenu le samedi 9 septembre dernier, la campagne agricole est dans l'ensemble très satisfaisante. Le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture a dépêché une mission préparatoire à Agadez dans le cadre de l'organisation de la 44e édition du Sabre national de lutte traditionnelle édition 2024. Sur place, la mission conduite par la secrétaire générale adjointe du ministère a visité plusieurs infrastructures sportives, culturelles et hôtelières pour des rencontres d'échange autour de l'organisation de l'événement. Retrouvons Ablaziz Mahamadou. La 44e édition du Sabre national de lutte traditionnelle se tiendra du 22 au 31 décembre prochain à Agadez. La mission préparatoire de l'édition 2024 est conduite par la secrétaire générale adjointe du ministère en charge de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture, accompagnée des techniciens de la Fédération nigérienne de lutte, cadres du ministère et autorités administratives et coutumières régionales. Sur place, la délégation a visité plusieurs installations sportives et culturelles, parmi lesquelles l'arène de jeux traditionnels d'Agadez. Je voudrais avant toute chose remercier toutes les autorités de la région d'Agadez pour leur disponibilité et surtout pour leur intérêt et leur engagement concernant l'organisation de la 44e édition du Sabre national. Et pour ce qui est des infrastructures, nous les avons visitées avec les techniciens et nous avons prévu cet après-midi une réunion à 16h
Et nous sommes à la phase diagnostique. Nous allons échanger pour voir les aspects techniques, les évaluer et enfin décider quelle est la structure la mieux habilitée à recevoir ce grand rassemblement de la jeunesse. À noter que la région d'Agadez s'apprête à accueillir cet événement pour la 6e fois de son histoire, après le premier organisé en 1980 qui a vu le sacre de Yacouba Ango du Kantou de Maradi devant Balakado de Zander, 1989 qui a vu la victoire de Sani Moumouni sur Labo Maikafo de Maradi, 96 qui a vu la victoire de Bala Haruna de Zander sur Sani Moumouni de Dosso, 2007 qui a enregistré la victoire de Haruna Abdou de Tawa sur Idrissa Natabawa de Maradi, 2015, dernière édition, qui a enregistré le sacre de Kadri Abdou, alias Isaka de Dosso, devant Sabo Abdoulaye de Niamey. Comme tous les mercredis, je suis en compagnie de Valima Bourema pour votre rubrique hebdomadaire Actu sur le web. Valima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga. Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 20 septembre 2023. Balima, l'Assemblée législative de transition ATL a donné un avis favorable pour l'envoi d'un contingent burkinabé dans notre pays en cas d'agression, nous apprend lefaso.net. Cette volonté a été manifestée par la transition du Burkina Faso au lendemain de la menace de la CEDEAO contre le Niger après le renversement du président Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023. Il fallait un cadre juridique pour soutenir cette prise de position, chose faite hier mardi 19 septembre 2023. Les députés ont voté à l'unanimité pour l'envoi d'un contingent burkinabé au Niger. Notre paix, surtout pour notre pays et pour la région, passera évidemment et obligatoirement par ce don de main entre nous, par cette volonté de solidarité que nous agissons ensemble, a justifié le ministre d'État, ministre en charge de la défense du Burkina Faso, le colonel-major Kassoum Koulibaly. Cette loi entre en vigueur de ce vote. À la question d'avoir une date approximative pour le départ de ce contingent, le ministre de la Défense nationale n'a pas voulu anticiper les choses. Des gouvernements se sont engagés pour attaquer un pays frère, un pays avec lequel nous sommes censés vivre ensemble. C'est à partir de cela que nous verrons comment déployer des contingents, a-t-il confié, tout en précisant qu'il espère que leur préparation restera à ce stade. Ce cadre juridique va permettre au Burkina Faso d'être sur ses gardes. Nous voulons être sûrs que si toutefois certains gouvernants arrivaient à enfreindre l'article 2 de la Charte des Nations Unies et même au traité qui concerne la CEDEAO pour s'attaquer à un pays voisin pour des raisons quelconques où nous savons clairement que ce n'est pas bien défini, nous réagirons en conséquence à prévenir le colonel-major Kassoum Koulibaly. Au cours des débats, l'effectif de ce contingent n'a pas filtré. Avec un délai de 6 mois au départ, finalement, le contingent a une durée de 3 mois renouvelable. La Suisse annonce la reprise de sa coopération avec le Niger, nous apprend rts.ch. 4 experts de la DDC, la Direction pour le développement de la coopération, sont arrivés lundi soir à Niamey, la capitale nigérienne, selon la radio-télévision suisse. Ils avaient dû quitter le pays en urgence après le coup d'État de juillet dernier. Le bureau de la DDC va donc progressivement reprendre ses activités sur place. Bientôt 2 mois après le renversement du président élu du Niger et la prise du pouvoir par des militaires, la DDC a décidé de rouvrir son bureau à Niamey. Nous avons effectué une analyse sécuritaire et même si la situation reste fragile, on peut travailler sur place, a indiqué à la RTS le chef de la communication du département fédéral des affaires étrangères, le DFAE. En cas de détérioration de la situation, notre personnel expatrié pourra de nouveau quitter le pays, a ajouté Nicolas Bido. Depuis le 11 août dernier, les experts de la DDC rapatriés à Berne géraient à distance différents projets au Niger. Cela a fait des décennies que la DDC propose à ce pays du Sahel une aide humanitaire et des programmes de développement. En 2023,
Le budget de ce soutien s'élève à 30 millions de francs suisses. En effet, Berne a décidé d'interrompre tous les paiements directs au gouvernement central ou des agences étatiques, ce qui représente près de 3 millions de francs suisses. 3 projets sont partiellement touchés. Ils concernent le développement de la petite irrigation, l'accès à l'eau potable et l'entrepreneuriat local. Reste que ces montants vont tout de même bénéficier à la population nigérienne, promet le DFAE. Ils seront réalloués à des projets dans les domaines de l'éducation et de la sécurité humaine. Le Danemark va aussi reprendre sa coopération avec le Niger, indique niameyinfo.com. Le Danemark va prendre partiellement son aide au développement au Niger suspendu après le coup d'État militaire, a annoncé ce mardi le ministre des Affaires étrangères du pays scandinave. La population du Niger est au bord de la catastrophe, avec comme conséquence un afflux potentiel de réfugiés. Bien sûr, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cette situation, a dit Lars Løkke Rasmussen dans un entretien au journal Politiken. Les pays du Sud sont la priorité la plus importante à ce moment, à la lumière de la guerre en Ukraine, des coups d'État militaires en Afrique et de la candidature danoise au Conseil de sécurité, a-t-il déclaré, précisant qu'il était évident que les sujets de coopération diffèrent légèrement selon qu'il s'agit d'un gouvernement démocratique ou non. Les modalités de la prise de l'aide doivent être déterminées, mais il ne s'agit pas de relancer entièrement le programme de 920 millions de couronnes, soit 123 millions d'euros, engagés sur 5 ans au printemps dernier. Début septembre, Médecins sans frontières avait appelé à rompre toute logique de punition collective pour limiter l'effet sur les populations nigériennes des sanctions économiques imposées depuis les événements du 26 juillet dernier qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Plusieurs pays tels que la France, l'Allemagne et les Pays-Bas ainsi que l'Union européenne ont suspendu leur aide au développement au Niger. Enfin, au Sénégal, Macky Sall promet des élections libres devant l'Assemblée générale des Nations unies selon APS.SN. Oui, le président Macky Sall a réaffirmé hier mardi à la tribune des Nations unies son engagement à veiller à la tenue le 24 février prochain au Sénégal d'une élection présidentielle démocratique, libre et transparente. Le 25 février 2024 se tiendra l'élection présidentielle sénégalaise. Comme les précédentes, elle sera démocratique, libre et transparente. Et le 2 avril, je passerai le pouvoir à mon successeur après 12 ans à la tête de notre pays, a-t-il notamment déclaré lors de son adresse à l'Assemblée générale ordinaire des Nations unies. Dans sa communication aux allures d'adieu, Macky Sall a notamment remercié les pays membres des Nations unies pour leur amitié et pour leur coopération. Porter la voix du Sénégal, nouer et entretenir des amitiés dans ce concert des nations, où s'harmonisent nos efforts communs vers nos fins communes, aura été un grand honneur pour moi, a souligné le président du Sénégal. Il n'a pas ainsi manqué d'exprimer sa gratitude à ses collègues en les priant d'accueillir son futur successeur avec la même amitié et la même considération. Je suis confiant que dans la tradition sénégalaise d'ouverture et de dialogue, mon successeur sera fidèle aux relations d'amitié confiantes qui unissent notre pays et tous les membres des Nations Unies, a-t-il assuré. Macky Sall, qui va quitter le pouvoir en avril prochain, après avoir exercé 2 mandats à la tête du Sénégal, participe à New York à sa dernière session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies en tant que chef de l'État, conclut le site aps.sne. Balima Bourema, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine. Plaise à Dieu. Merci beaucoup aussi à vous, Aminatou Yaya Maïga. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci également à vous de nous avoir suivis, messieurs, dames, ici sur RFM, cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision. Bonne soirée.